Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux un jeudi soir. Alors ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Florent Montaclair, qui va venir nous parler de vampires. Alors Florent Montaclair, il est professeur de français à l'INSPE, donc l'institut qui forme les enseignants, et il est directeur des études à l'INSPE. Il a réalisé une thèse, je crois, sur Jules Verne, si je ne dis pas de bêtises, et Lovecraft. Et puis, il s'est spécialisé, entre autres, dans la littérature fantastique. Donc, il a écrit de nombreux ouvrages sur la question, plus d'une soixantaine, je crois, dont une dizaine tout seul. Et puis, on peut mentionner, donc il a reçu en 2015 un prix prestigieux, puisqu'il a eu la médaille d'or de philologie en 2015. Voilà, donc on est très content de le recevoir ce soir et merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je vais donc effectivement vous parler de ce sujet qui est les vampires. Petite question toute formelle, vous m'entendez bien dans... Oui, parfait, d'accord. Si ma voix faiblissait ou si la fatigue gagnait, vous n'hésiteriez pas à me réveiller. Alors donc, un soir de pleine lune comme aujourd'hui, vous venez assister à une conférence sur les vampires. Bon, eh bien, voilà une marque de courage tout d'abord. Alors, avant que vous ne me posiez la question au terme de cette conférence, est-ce que ça existe ? Ben, bien sûr, ça existe. On les trouve dans la poésie, au théâtre, on les trouve dans la peinture, dans la musique, dans la publicité, on les trouve dans la politique, on les trouve dans les dictionnaires, on les trouve dans les ouvrages de médecine, on les trouve dans les textes religieux, on les trouve partout. Donc oui, bien sûr, ça existe. Alors les esprits chagrins me diront, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Certes, les droits de l'homme, la solidarité, la fraternité, l'esprit sportif, ça non plus, ça n'existe pas dans la réalité. Pourtant, on en parle. Donc, certes, les vampires, ça n'existe pas, et pourtant, c'est une figure de l'imaginaire majeur, puisqu'elle est partout, cette figure dans tout un ensemble de supports artistiques, ou même dans tout un ensemble de domaines très éloignés, comme vous allez le voir parfois, de ce que l'on pourrait attendre. J'ai juste tapé le mot vampire sur le catalogue d'une grande chaîne de produits culturels. Et j'ai trouvé en vente et disponible 6000 produits, 6500. Et seulement 1500 renvoient à des ouvrages. On trouve quoi ? Eh bien, on trouve de tout. On trouve des jeux, on trouve des coques de téléphone, on trouve... Bon, il y a une multitude de choses qui est référencée sous le nom de vampire. Mais si je m'intéresse juste à la littérature, eh bien, 207 livres dans la catégorie littérature de jeunesse sont référencés comme ayant trait aux vampires. La littérature de jeunesse. Et on pourrait s'interroger en quoi est-ce que l'école primaire a une relation particulière avec ce sujet qui est celui du vampirisme. Je répondrai à cette question. Plus attendu, à peu près 350-60 livres qui relèvent des rayons fantastiques. Bon, mais aussi on a la bande dessinée, bien sûr, on a des policiers, et puis on a tout un ensemble d'ouvrages un peu peut-être inattendus, vin et cuisine, rayon vin et cuisine, quand les vampires ont les crocs, 50 recettes de cuisine et menus vampires. Ou santé, bien-être, rayon santé, bien-être, puériculture, se libérer des vampires affectifs. Ce qui nous amène aussi l'idée qu'il y a le sens propre et puis il y a tous les sens littéraux. Les sens dérivés, pardon. Mirabeau, par exemple, utilise le terme dans ses textes, c'est son homonyme Mirbeau, Octave Mirbeau, eh bien, désignera les banquiers comme relevant de cette réalité-là. Un sens, donc, qui est étendu. Des dictionnaires de langue, My Love, Mon Vampire, manuel de langue. Nous avons des livres de géopolitique, Le vampire du milieu, comment la Chine change le monde. Bon, bref, le terme et l'imaginaire jouent à plein. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment cet imaginaire s'est créé et comment il a, en 3 grandes étapes, il a évolué. Alors, tout d'abord,
les vampires, je ne définirai pas tout à fait ce que c'est. Je pense que vous avez tous pour l'instant une représentation, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'en parlerai, des traits vont émerger, et ces traits, sans doute, seront peut-être inattendus pour certains d'entre vous. La connaissance qu'a l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire essentiellement la France et l'Allemagne, puis la Grande-Bretagne, du phénomène vampirique, elle vient d'un cas qui a beaucoup fait parler, qui est un cas relevant de la fin du XVIe siècle, qui est un individu qui s'appelle Pierre Plogoszowicz. Et ce Pierre Plogoszowicz, il est tombé de sa charrette. Et tombant de sa charrette, il s'est brisé le cou. Et 4 ans plus tard, eh bien, il est revenu. Il est revenu, mais il est revenu selon des procédures très inhabituelles pour un revenant, si je puis dire. Il est revenu la nuit, il est revenu pour persécuter sa famille, il est revenu sous une forme que sa Hongrie natale a perçue comme étant celle d'un vampire. Et c'est ce cas-là qui va faire connaître les vampires en Europe de l'Ouest. Alors essayons, il n'est pas très intéressant ni très inattendu, hein, ce cas de Pierre Plogoszowicz. On va aller ouvrir sa tombe, on va trouver qu'il est parfaitement conservé, on va trouver qu'il a du sang frais dans la bouche, frais dans les veines, enfin qu'il est presque mieux conservé que du temps de son vivant. Et donc on va en déduire qu'il est dans cet état qu'on appelle en Europe de l'Est vampire. On le coupera en morceaux et on le brûlera et on dispersera les cendres dans une rivière. En Europe centrale, 16e, 17e siècle, on a une prolifération de textes médicaux, de textes militaires, de textes administratifs, de textes religieux, ça nous étonne peut-être un peu moins, de textes qui renvoient à une réalité perçue à ce moment-là. Les villages, les petites villes, les agglomérations, les individus se plaignent aux autorités, d'où autorité médicale, d'où autorité militaire, d'où autorité religieuse, autorité royale, du fait qu'ils sont victimes du retour de morts qui viennent les persécuter pendant leur sommeil et qui viennent aspirer leur vie avec, en particulier une ponction de leurs fluides vitaux. Nous avons donc des témoignages qui sont des témoignages parfaitement dignes de foi, parce qu'ils sont référencés, non pas par des simples individus qui disent « dans mon rêve, j'ai », mais qui sont témoignages qui sont documentés par tout un ensemble de sources, toutes officielles. Alors la grande question, c'est pourquoi l'humain que nous sommes, pourquoi a-t-il inventé cette figure très étrange d'un mort qui revient sucer le sang des vivants? Pourquoi est-ce qu'il a créé cette figure de l'imaginaire-là? Et il y a finalement 2 grandes interprétations possibles qui expliquent l'apparition, telle une épidémie, de très nombreux cas de vampires au XVIe, XVIIe siècle en Europe centrale. Europe centrale, c'est Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, c'est Pologne, c'est Russie, Ukraine. Voilà, c'est ça, l'Europe centrale en l'occurrence dont je parle. Alors pourquoi? Il y a 2 interprétations qui président à l'explication du phénomène. Il y a une première explication qui est celle finalement que le vampire joue sur les constantes anthropologiques de l'imaginaire. Alors qu'est-ce que c'est que les constantes anthropologiques de l'imaginaire? C'est le fait que depuis que Homo sapiens s'est développé, s'est parlé, s'est pensé, et depuis donc que notre espèce est constituée comme nous sommes constitués, les hommes d'il y a 50 000 ans, les hommes d'avant encore et les hommes de maintenant, quand on lève la tête, on voit la lune. Quand on lève la tête, on voit le soleil. Quand on regarde la nuit, le ciel, on voit les étoiles. Nous sommes environnés par des arbres. Nous mangeons, nous dormons, nous mourrons. Nous avons des parties du corps, nous avons du sang,
nous avons des sexes, nous avons tout un ensemble d'éléments que, quel que soit l'humain que l'on considère, quel que soit l'individu que l'on extrait de cette planète et de l'époque, qu'il soit de la Chine médiévale ou de la France actuelle, eh bien, au-dessus de sa tête, il y a la lune et le soleil, et puis nous buvons et nous mangeons, etc. Donc il y a dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, des récits qui mettent en scène ces différents éléments, ce qu'on appelait donc, à la suite de Gilbert Durand, dans son ouvrage Structure anthropologique de l'imaginaire, il y a des éléments qui apparaissent partout dans toutes les œuvres humaines, dans toutes les traditions et les civilisations, parce que l'homme que nous sommes, l'anthropos, eh bien, il fait fonctionner son langage, son imaginaire, avec les éléments qui l'entourent. Et le vampire, de fait, eh bien, il joue sur des éléments qui sont très, très semblables à tout ce que l'humanité peut vivre et connaître. Il joue sur le sang, ce fluide que l'on dit vital et dont la perte cause de toute façon la mort. Il joue sur la nuit, il joue sur la mort. Il joue donc sur des éléments qui sont propres à l'espèce humaine. Ce qui a fait dire à un certain nombre de critiques, je pense par exemple à Jean Marigny, peut-être certains qui s'intéressent aux vampires ont lu les ouvrages de Jean Marigny, il est professeur émérite de langue et civilisation britannique à l'université de Grenoble. Il a écrit en particulier chez Gallimard un vampire 100%, mais 100% S-A-N-G. Il a écrit aussi un gros ouvrage qui s'appelle « Le vampire au XXe siècle », dans lequel il analyse les manifestations du XXe siècle. Il est dans cette optique-là en disant que finalement les vampires existent partout et de toute ère, de tout temps, de toute époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu des traditions sanguinaires, il y a toujours eu des représentations de problématiques ou non problématiques de la lune, de la nuit, de l'animalité, de la transformation, de la métamorphose. Donc le vampire joue sur cet imaginaire universel de l'humain. Et celui qui finalement, en premier, a amené cette idée-là, cette interprétation-là, eh bien c'est Voltaire. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, qui va poser le vampirisme comme étant une réalité se manifestant au XVIe siècle, XVIIe siècle, donc très récemment pour lui, dans les 2 siècles qui viennent de passer pour lui, qui viennent de se manifester en Europe centrale comme l'incarnation de la superstition universelle. Partout, les hommes ont inventé des croque-mitaines avec les mêmes caractéristiques et le vampire relève de cela. Alors arrêtons-nous un petit peu justement sur Voltaire et sur le XVIIIe siècle. Parce que si le vampire se manifeste massivement au XVIe, XVIIe en Europe centrale, eh bien, il arrive en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au XVIIIe. Il se déplace lentement. En tout cas, la connaissance un petit peu de ces faits arrive au XVIIIe siècle, dans ce que nous avons l'habitude d'appeler le siècle des Lumières. Et ce n'est pas une bonne chose que d'éclairer les vampires. Ce n'est pas en tout cas une perception qui leur sera très favorable. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Europe de l'Ouest sort d'une période particulièrement cruelle qui est celle de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que nous avions, nous, aux 2 siècles qui précèdent, nos propres problèmes, si je puis dire. Nous avions nos propres figures de l'imaginaire qui étaient tout aussi documentées par des textes de médecins, par des textes d'inquisiteurs, par des textes de bourgmestres, par des textes de présidents de parlement, par des textes de toutes sortes, sur la réalité de ce qui nous arrivait, nous, dans nos propres régions, cette prolifération des forces sataniques liées à la sorcière. Et le fait est que le XVIIIe siècle, qui terminait cette grande vague de chasse aux sorcières, n'avait pas du tout l'intention de la rallumer. Y compris les autorités religieuses n'avaient pas du tout l'intention de repartir avec une nouvelle forme de manifestation du mal, comme si on remettait en quelque sorte une pièce dans la machine avec une nouvelle créature malfaisante. Donc toutes les autorités, quelles qu'elles soient, voient dans la manifestation de ce vampire une sorcière bis, une sorcière exotique qui nous viendrait d'Europe de l'Est, et en tout cas,
ils en font l'analyse, qui est exactement la même analyse qu'ils étaient parvenus à faire après 2 ans de siècles de chasse aux sorcières. Boyer d'Argent, par exemple, qui est le premier auteur, c'est un ami de Voltaire, qui est le premier auteur à parler des vampires en France, 1746, eh bien, il fait une analyse du cas de Plogojevic, dont je parlais tout à l'heure, mais de tous les autres cas, en essayant de trouver une double explication. La première, c'est que l'homme est superstitieux, et la seconde explication, c'est que la science progresse et que nous avons toutes sortes de possibilités pour expliquer qu'un individu tombe raide mort, mais qu'il ne soit en fait qu'en syncope et qu'il se réveille par la suite. Nous avons toutes sortes de possibilités pour expliquer qu'un corps que l'on met en terre, quand on recouvre la tombe 6 mois plus tard, le corps soit parfaitement conservé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un sol particulier, il y a des roches particulières, il y a une terre particulière, il y a un climat particulier, il y a des réactions chimiques qui se produisent entre le sol et le corps enterré, qui font que dans certains endroits, les corps peuvent parfaitement se conserver. Donc quand le vampire arrive en Europe de l'Ouest, quand il arrive au siècle des Lumières, on le considère non pas comme une manifestation de la réalité cruelle et satanique, pour faire dans le simple, mais on le considère comme un phénomène de l'imaginaire qui doit trouver des explications rationnelles, parce que nous sommes dans le siècle des Lumières. Donc le premier qui en parle, c'est Boyer d'Argent. Il apporte des arguments scientifiques, c'est chimique pour la plupart, pour analyser un petit peu ce phénomène. Et le deuxième qui en parle, c'est un religieux qui s'appelle Don Augustin Calmet. On connaît beaucoup les généraux, le général des jésuites. Don Augustin Calmet, il était prieur général des bénédictins. Donc il était à la tête d'une grande partie et d'un grand corps de religieux. Et il écrit en 1751 une dissertation sur les revenants, vampires et broucolaques. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler de Don Augustin Calmet. Son précédent ouvrage, c'était une dissertation sur les anges. Et dans ce volumineux ouvrage d'à peu près 400 pages, il expliquait le nom de tous les anges et leurs fonctions dans le fonctionnement de l'univers terrestre, et spirituel et paradisiaque. Comment les anges ont des fonctions et des rôles. Bon, ben là, il change un petit peu de sujet et il va nous parler des vampires. Et comme je le disais tout à l'heure, la seule chose qu'il veut, c'est ne pas remettre une pièce dans la machine à sorcellerie. Donc son interprétation du vampirisme, c'est que c'est un phénomène oriental qui ne nous concerne pas, qui a ses racines dans cette Europe centrale du XVIe siècle et qui, de toute façon, n'est que pur, j'ai fait une petite citation, fantasme d'une imagination chargée, une imagination surchargée, surchauffée en quelque sorte. Et là-dessus, Voltaire clôt en quelque sorte ce XVIIIe siècle d'apparition du vampire en disant bon, bah, c'est la superstition qui s'exprime sur ce sujet-là. Ce qui m'amène donc une première grande réflexion sur le XVIIIe siècle et le vampire. Quand le vampire apparaît dans l'imaginaire français, eh bien, il apparaît comme une sorte de créature de l'imaginaire transplantée ou alors née dans les imaginaires orientaux, mais qui ne nous dit pas grand-chose à nous, qui n'a pas véritablement de relation avec une réalité quelconque, ni même avec notre propre imaginaire. Et ce sont des textes théoriques, aux textes historiques, militaires, médicaux qui présidaient à l'écriture sur le vampire de l'Europe centrale, succèdent des textes argumentatifs, des textes très analytiques sur le vampire. Alors, un petit peu de publicité personnelle. Sur le vampire au XVIIIe, j'ai fait un petit livre qui se trouve dans un recueil d'articles qui ont été faits par Noam Chomsky et moi, grammaticaux. Alors, c'est très grammatical puisque j'ai étudié. Ça s'appelle « Le défi galiléen ».
j'ai étudié comment, au XVIIIe siècle, on écrivait grammaticalement les textes vampiriques. Alors, pour vous donner un exemple du fait que ce sont des textes théoriques sur le vampire, le mot vampire, par exemple, n'est jamais sujet de la phrase. On ne dit pas le vampire est, ou le vampire fait, ou le vampire représente. On dira toujours, on dit sur le vampire, les phénomènes liés au vampire. Enfin, il n'est jamais sujet. Il est toujours complément du verbe. Il n'agit pas, on parle de lui. Bien. Et de fait, il reste tout de même un certain nombre d'éléments qui achoppent un petit peu dans l'imaginaire du XVIIIe siècle. Il y a en particulier un texte qui pose problème tout de même aux différents auteurs qui en parlent. Et ce texte, c'est le plus grand témoignage que nous ayons connu à cette époque-là, qui s'appelle Visum et Repertum, chose vue et chose codifiée, écrite, chose compte rendu en quelque sorte. C'est un texte d'un médecin. C'est un texte d'un médecin qui s'associe à deux médecins adjoints et qui se rend en Serbie, dans un village où les habitants se plaignent massivement de l'attaque de vampires. Et il va dans ce village et il ouvre des tombes, une tombe, deux tombes, une vingtaine de tombes, et ce qu'il trouve résiste beaucoup à la logique du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, comme c'est un médecin, quand il voit un cadavre, il sait de quoi il est mort. Il trouve donc des cadavres et il fait un diagnostic pour savoir de quoi ils sont morts. Alors, par exemple, dans la tombe numéro 1, il trouve une jeune femme nommée Stana, morte depuis 3 mois, morte à 20 ans, en couche. Et quand il l'observe, il constate que l'expulsion du placenta n'a pas eu lieu après l'accouchement. Donc, empoisonnement du sang, donc il sait parfaitement de quoi elle est morte. Et de tous les cadavres qu'il va trouver, il va déterminer la cause de la mort. Mais il y a une chose qui achoppe tout de même, c'est que ces cadavres-là, certains sont entièrement décomposés, ce sont des squelettes, et d'autres sont parfaitement conservés. 2 tombes l'une à côté de l'autre, 2 tombes dont on sait parfaitement la cause de leur mort, 2 tombes dans lesquelles on a un cadavre parfait et un cadavre décomposé. Et là, les arguments qui sont les arguments de superstition tombent un peu parce qu'on a des témoignages de médecins. Et puis les arguments qui sont les arguments liés à la chimie du sol, à des phénomènes physiques ou liés à la composition de la terre, eh bien, ils tombent aussi parce que c'est le même cimetière et les tombes sont côte à côte. Alors, ce texte, il pose un certain nombre de problèmes, d'autant, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que ce médecin note ce que les villageois disent sur ces corps qu'ils découvrent. Et par exemple, certains sont réputés être dans cet état-là de conservation parce que de leur vivant, ils s'étaient frottés avec du sang de vampire pour se protéger. Alors ça nous indique qu'il y avait, comme chez nous, il y avait au Moyen-Âge un marché de la vente de reliques. Hein, si on met certains saints, toutes les reliques qu'on a de certains saints, ils ont 4 mains et 3 jambes, etc. Eh bien, il y avait vraisemblablement un marché du sang de vampire. On pouvait en acheter pour se protéger, pour se frotter dans cette Europe centrale. Certains sont devenus vampires parce qu'ils ont été attaqués. Bon, ça, c'est un petit peu plus classique par un vampire qui les a mordus. Ça se propage comme la rage, en quelque sorte. D'autres ont été contaminés parce qu'ils ont mangé de la viande qui elle-même avait été mordue avant par un vampire. On a mangé de la viande de mouton et le mouton avait été attaqué par un vampire. D'autres encore sont devenus vampires parce qu'ils avaient fabriqué, pour se fortifier, du pain avec des cendres de vampires. Donc vous voyez, on a véritablement dans l'imaginaire toutes sortes d'éléments qui renvoient à cette créature vampirique. Et puis, c'est vraiment très quotidien. On trouve sur les marchés des morceaux de vampires et on voit aussi comment se frotter à lui provoque cette sorte de mutation qui est celle du vampire.
Donc ce texte-là, il achoppe un petit peu dans la pensée du XVIIIe siècle, parce que nos auteurs ne savent pas trop quelle explication donner à ces manifestations-là. Mais ce qui m'intéresse, moi, eh bien, c'est que finalement, ces textes, ils nous donnent aussi une clé d'interprétation du phénomène vampirique. Pourquoi ? Comment et pourquoi plutôt maintenant, pourquoi les vampires sont-ils nés dans l'imaginaire ? Ben, la première explication, c'est donc que c'est une constante de l'imaginaire. Ça joue sur le sang, la mort, la nuit, comme beaucoup d'autres créatures. C'est le fruit d'une constante de l'imaginaire. Mais il y a aussi une autre explication possible. Et cette autre explication possible, c'est que le vampire naît spécifiquement au XVIe siècle en Europe centrale, parce que cette figure de l'imaginaire-là ne pouvait naître que là. Ou pour le faire différemment, il se passe quelque chose dans ce XVIe siècle, XVIIe siècle, qui explique que des éléments de l'imaginaire se soient coordonnés pour construire cette figure. Et c'est ce que j'appelle ici le choc des cultures. Ce qui est tout à fait flagrant, c'est que la prolifération vampirique coïncide avec l'expansion ottomane. Alors un petit peu d'histoire, de rappel historique. 1453, l'Empire ottoman, les Turcs, prennent Constantinople. C'est la fin de l'Empire byzantin. Les Turcs se sont emparés de ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui la Turquie. L'Empire byzantin est terminé. Et l'invasion ottomane va se poursuivre pendant 2 siècles jusqu'à arriver à Vienne. Le siège de Vienne va se développer sur tout le pourtour méditerranéen. Et l'Empire ottoman va intégrer progressivement la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, un bout de la Russie, va s'étendre sur l'ensemble de l'Europe centrale. Et c'est en même temps que s'étend l'Empire ottoman que se développent massivement les cas de vampirisme. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est justement cette deuxième explication de la possible naissance du vampire, c'est que, en fait, les caractéristiques qui sont les caractéristiques du vampire, c'est une forme de métaphorisation, c'est une forme de transfert dans l'imaginaire d'une réalité particulièrement violente qui est en train de se produire dans cette Europe centrale. Pour le faire autrement, les pays d'Europe centrale ont inventé un croque-mitaine qui s'appelle le vampire et qui symbolise l'oppression qui est faite sur eux par cet envahisseur turc. Alors, quels arguments peut-on avoir pour développer cela ? Petite remarque, là aussi, j'en ai fait un livre de 600 pages, presse universitaire, Le Vampire. Ce sont les deux en vente à la sortie. Donc, il y a beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup d'arguments. Là, je vous ai mis les principaux. Tout d'abord, tous les témoignages les plus importants qui manifestent les cas de vampirisme signalent que quand, par exemple, Logojovitz il est attaqué par un vampire avant de tomber de sa charrette, c'est dans une province turque. Quand Jana, dont on voyait tout à l'heure le cadavre morte en couche, elle devient vampire, c'est parce qu'elle a acheté à un vampire turc des produits qui. Donc, dans tous les cas, la relation à la Turquie est faite. En allant encore plus loin, le mot vampire lui-même. Vampire en français, ça nous vient de l'allemand, sans E et avec un Y, parce que le phénomène a d'abord été connu en Allemagne, mais c'est un dérivé d'un mot turc. Et le mot turc, vous l'avez ici, c'est Uber, ça n'a rien à voir avec les bagnoles. C'est Uber, et ça veut dire en turc, ça veut dire sorcière. C'est un phénomène magique, c'est un phénomène maléfique. Donc le nom qu'on a donné au vampire comme phénomène, c'est un nom qu'on a emprunté aux Turcs. Mais en allant plus loin, que se passe-t-il quand cet empire ottoman s'étend sur la Hongrie, la Bulgarie, etc. Eh bien, la première grande transformation, c'est que le système juridique de ces nations d'Europe centrale change. Nous étions sur des nations qui reposaient sur le droit du sang. Vous étiez bulgare parce que vos parents étaient bulgares, vous étiez roumain parce que vos parents étaient roumains, etc. Avec l'arrivée de cet empire ottoman,
le droit du sang disparaît. Vous êtes sujet de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que vous habitez une province de l'Empire ottoman. On passe sur du droit du sol. Vous voyez, il y a une transformation massive du système juridique du droit du sang au droit du sol. Et que fait le vampire? Il s'attaque au sang. Dans tous ces pays intégrés dans l'Empire ottoman, nous avons un impôt spécial qui frappe les chrétiens. Et cet impôt s'appelle impôt de sang. Sa dénomination officielle, c'est l'impôt de sang. Le vampire s'attaque au sang, mais le turc aussi. Autre élément extrêmement important, c'est que qui est victime des vampires? Et dans tous les témoignages, et surtout dans le Visum et Repertum dont je parlais tout à l'heure, le vampire ne s'attaque pas à n'importe qui. Il ne s'attaque pas aux passants dans les bois. Il ne s'attaque pas aux individus qui pourraient par hasard se perdre dans une plaine. Non. Il attaque une catégorie de personnes très spécifique. Il a une sorte d'obsession. Il attaque, le mot est ici, il attaque les heiducs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un heiduc? Eh bien, c'est le membre d'une milice chrétienne chargée de résister à l'invasion turque. Et qui est attaqué par les vampires? L'opposant à l'Empire ottoman. Et puis, comme je le disais, tous les témoignages font une relation plus ou moins directe avec le fait que c'est en fréquentant les éléments liés à la Turquie qu'on attrape le vampirisme. Donc, à un moment donné, la civilisation d'Europe centrale, la culture, les cultures d'Europe centrale, les systèmes juridiques, les systèmes religieux, les systèmes politiques se sont transformés très violemment du fait de l'intégration de ces pays dans un vaste empire qui est l'Empire ottoman. De très grosses transformations, et ces transformations ont donné lieu à une métaphorisation, à une concrétion, formation d'une figure très propre à cette Europe centrale et à cette oppression réalisée à ce moment-là. Et cette concrétion, ce caillou qui se forme dans l'imaginaire, eh bien, c'est le vampire. Mais donc, vous comprendrez que le vampire, il a donc des caractéristiques très particulières dans ces témoignages du XVIe, XVIIe siècle. C'est généralement un paysan, un soldat, un homme du peuple, qui d'un seul coup attrape le vampirisme, qui d'un seul coup est victime de ce vampire et le devient lui-même. C'est une sorte de contagion, de nationalisation, pourrait-on dire. On était membre du village, on était vivant, on était chrétien, on était heiduc, et puis on a été attaqué et on devient donc vampire. Le vampire, c'est une créature affreuse, c'est une créature maudite, c'est une créature dont on veut absolument rejeter toutes les caractéristiques, d'où l'empalement, le découpage de la tête, brûler, dispersion des cendres. C'est le mal que l'on tente de chasser. Et comment fait-on pour le chasser? Eh bien, on appelle qui? On appelle l'armée chrétienne, on appelle l'armée royale, on appelle le pope ou le curé. On appelle ce qui représente encore les derniers vestiges de notre culture initiale, avant d'être intégré dans cet empire ottoman. Donc voilà, comment est né le vampire dans notre imaginaire mondial? Comment il est né dans cet imaginaire qui est aussi l'imaginaire français? Eh bien, deux interprétations qui ne s'annulent pas du tout, mais qui sont concomitantes. Une qui fait que le vampire repose sur des éléments structurels de l'imaginaire humain, et en plus, il se constitue sur des événements historiques qui donnent naissance à cette figure-là. Et quand il arrive en Europe, eh bien, il arrive après une grande période qui est celle de la sorcellerie, et donc on apporte sur lui tout un ensemble de raisonnements théoriques pour essayer d'en expliquer l'apparition, mais d'un point de vue scientifique et philosophique et lié à la superstition religieuse. Ça, c'est, si vous voulez, la première phase d'apparition du vampire. Il apparaît au XVIe siècle et il se transmet chez nous au XVIIIe. Mais il va avoir, notre vampire, eh bien, il va avoir une grande métamorphose. Le vampire, il se transforme, mais il va se transformer un bon coup, si je puis dire. Il va se transformer pour s'approcher un petit peu de ce que nous connaissons, nous, au XIXe siècle.
Il y a l'époque Lumière, ce sont des textes théoriques, philosophiques, scientifiques qui le mettent en scène. Et puis arrive le XIXe siècle. Et le XIXe siècle va faire entrer le vampire dans la littérature. Et plus précisément, plutôt dans le théâtre. C'est une figure du théâtre, tout d'abord, le vampire. Mais il va entrer donc dans notre littérature, il va sortir des dictionnaires, il va sortir des traités scientifiques ou religieux pour devenir personnage littéraire. Alors comment et pourquoi? Alors le comment, il est assez simple, il va entrer dans l'imaginaire une semaine de l'hiver 1816. Pourquoi cet hiver 1816? Eh bien, Napoléon est parti pour sa dernière demeure, l'île d'Elbe. Sainte-Hélène, l'île de Sainte-Hélène. Les Britanniques peuvent de nouveau circuler en Europe. Et 4 d'entre eux, qui sont le poète Percy Shelley, je prononce à la française, qui sont Lord Byron, pas Lord comme j'ai écrit ici, Lord Byron, poète lui aussi, le médecin de Lord Byron, qui s'appelle William Polidori, et la maîtresse de Percy Shelley, qui deviendra sa femme, qu'on appellera Marie Shelley, se retrouvent en Suisse, dans un chalet, en hiver, et lisent des ouvrages de l'allemand Hoffmann, les contes d'Hoffmann, et décident de l'imiter. Et pendant une petite semaine, chacun d'entre eux va se lancer dans l'écriture d'un phénomène fantastique et horrible. Percy Shelley, il va écrire un grand poème qui s'appelle « Prométhée libéré ». Prométhée libéré. Marie Shelley, elle va écrire un texte un peu plus connu encore qui s'appelle Frankenstein. Le roman Frankenstein naît dans cette semaine-là. Et Byron et son médecin Polidori vont écrire un texte qui est le premier texte littéraire sur les vampires, qui s'appelle Le Vampire, qui est une petite nouvelle d'une vingtaine de pages. Ce texte va connaître un succès immense à travers toute l'Europe. Dès 1820, publié en 1818, traduit en 1820 en français, va connaître tout un ensemble de suites ou de réécritures ou de transformations sous la plume des auteurs français. Alors, première question, pourquoi? Pourquoi et comment? Eh bien, comment est le vampire et pourquoi est-ce que ce texte a du succès? Eh bien, parce que nos auteurs, ceux que je viens de citer, ce sont des auteurs qui appartiennent à un mouvement littéraire naissant, qui est un mouvement en gestation, qui aura un certain succès sur le siècle, qu'on appelle le romantisme. Et le romantisme, il a un imaginaire à lui. Les auteurs romantiques, ils ont un fonctionnement de la pensée qui leur est propre. Ils ont des grands axes qui conditionnent leur écriture. Ils appartiennent à un courant, c'est-à-dire à des habitudes de production communes à l'ensemble du courant. Et parmi les grandes caractéristiques qu'ils définiront comme étant les caractéristiques de leur personnage clé, le héros romantique, eh bien, parmi ces caractéristiques, ils s'apercevront que certains personnages les incarnent plus ou moins bien ces caractéristiques, et que le vampire en particulier est l'archétype, le modèle parfait de ce qu'est le héros qu'ils veulent promouvoir dans leur production littéraire. Alors, quelles sont les nouvelles caractéristiques qu'on lui donne? Parce que c'est toujours le mort qui boit du sang et qui revient la nuit, mais vous voyez qu'un paysan qui se relève la nuit pour infester ses proches, c'est amusant. Voilà, ça peut donner lieu à quelques textes, mais enfin, c'est quand même pas très, très vendeur, si je puis dire, tant dans l'imaginaire du XIXe siècle que dans la littérature. Donc, nos auteurs romantiques, ils vont lui trouver des caractéristiques un peu enrichies, transformées. C'est avec Byron Polidori que le vampire devient, dans ce premier texte littéraire, un aristocrate. On est au XIXe siècle commençant, les capacités d'aventure d'un paysan d'Europe centrale sont quand même relativement limitées, alors qu'un aristocrate britannique d'origine écossaise, ça passe un peu plus facilement dans les salons, dans les pays. Voilà. La noblesse du vampire, c'est finalement un critère qui est nécessairement donné à un personnage littéraire, parce qu'avec la noblesse va l'argent, avec l'argent va les salons,
salon politique, salon littéraire, avec la noblesse va la possibilité de voyager. Bon, le personnage pourra avoir toutes les aventures de la Terre qu'il souhaite, à condition qu'il en ait les moyens sociaux. Donc il faut qu'il soit noble. Et Polidori et Byron lui donnent un nom, qui est un nom d'un clan écossais, Ruthven, le comte Ruthven. C'est le premier nom du vampire, et c'est ce nom-là qu'il gardera jusqu'à la fin du siècle dans toutes les œuvres produites en Grande-Bretagne ou en France, pour la plupart. Deuxième élément, ce vampire qui est écossais de naissance, qui est aristocrate, eh bien, il visitera l'Europe. Mais où? Eh bien, très curieusement, pourrait-on dire, il visitera les pays qui sont les pays favoris du courant romantique. Les pays dans lesquels les auteurs romantiques se plaisent à placer leurs œuvres. Les pays que les auteurs romantiques se plaisent à décrire eux-mêmes. Vous savez peut-être que Lord Byron, il est mort en Grèce lorsqu'il a participé à la tentative des Grecs de soulèvement contre l'Empire ottoman, justement. Donc notre vampire, il part d'Écosse, il visite la Grèce, il visite l'Espagne, il visite le nord de l'Italie, et en particulier Milan, qui est une ville qui plaît particulièrement aux romantiques. Rappelez-vous que Stendhal y a été ambassadeur, y a vécu un certain temps. Et puis ce vampire, il faut lui donner une autre caractéristique, parce que sinon sa possibilité narrative est trop limitée, il va être diurne. Autrement dit, il va vivre le jour. Et fini la nuit, le jour, cette opposition-là, il vivra le jour, bien que ce soit la nuit, qu'il soit plus puissant. On ne peut pas créer un personnage qui vit dans la société du 19e siècle en n'apparaissant que de 10 heures du soir à 5 heures du matin. C'est trop limité. Il faut qu'il ait la possibilité de vivre le jour. Et puis on lui donne, de surcroît, toutes les caractéristiques qui seront les caractéristiques de tous les personnages romantiques. Alors vous savez que nous avons une sorte de manuel romantique en français, qui est la préface de Cromwell, pièce de théâtre Cromwell, écrite par Victor Hugo en 1827. En 1827, Victor Hugo écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Cromwell, et il fait une très grande préface d'une vingtaine de pages, dans laquelle il explique ce qu'est le romantisme. Et là-dedans, il va expliquer comment on construit un personnage romantique, ce qui fait la spécificité du romantisme, à savoir son personnage. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, par exemple, que ce qui caractérise le personnage romantique, c'est qu'il est entre ombre et lumière. Et Victor Hugo analyse Racine en particulier, il dit, regardez les personnages de Racine, ils sont monolithiques. Ils n'ont qu'une seule obsession, qu'une seule volonté. Phèdre est amoureuse, on ne sait que cela. Nous, au contraire, romantiques, nous aurons des personnages qui seront ambivalents, qui seront fracturés, qui seront tiraillés entre des pôles contraires, qui seront entre ombre et lumière, pour reprendre son expression. Dans sa première grande pièce à succès, Hernani, le Hernani en question, il est bandit, mais il est duc. Il tente un régicide, mais il appartient aussi à la haute noblesse. Et il est tiraillé entre deux milieux sociaux, deux grandes tentations sociales. Rappelez-vous Jean Valjean, il est bagnard, il est maire, il est chef d'entreprise, il est jardinier, il est bourgeois, qui se déguise en ouvrier pour aller sur les barricades. Voilà. Il est en alternance, il est plutôt tiraillé entre sa volonté de s'installer et ce Javert qui le poursuit tout le temps pour le remettre au bagne. Il est entre ombre et lumière, il est maudit, ce personnage. Il est poursuivi par une malédiction, le personnage romantique. La malédiction de Jean Valjean, c'est le bagne, évidemment, et la volonté de Javert de l'y remettre. Rappelez-vous Monte Cristo. Monte Cristo, il est comte, mais parallèlement, il dirige tout un ensemble de bandits qui vont réaliser ses volontés. Il est dans la haute société, il est dans les bas quartiers, dans les basses sphères. Il dirige le haut, il dirige le bas. Il est comme Hernani, duc et bandit. En l'occurrence, comte et chef de mafia, pourrait-on dire. Et il est maudit. Il a connu le bagne, il s'est échappé, il revient pour se venger. Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu le grand succès du 19e siècle littéraire, qui est Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, le prince de Gerolstein, il est prince, mais
il se déguise en ouvrier la nuit pour régler des comptes, rétablir la justice dans les bas-fonds parisiens. Il est le personnage de référence, mais il a tenté un parricide. Il a tenté de tuer son père. Bon, donc il est maudit lui aussi d'une certaine façon, il cherche la rédemption. Le personnage romantique, il a cette alternance du haut et du bas, de la malédiction qui le poursuit, la tentation de l'ombre et la tentation de la lumière. Alors quand les romantiques, et Byron en premier, découvrent le personnage du vampire dans ses traditions d'Europe centrale et dans les textes de Voltaire, évidemment, ils sautent sur cette occasion parce que le vampire a toutes les caractéristiques souhaitées pour un héros romantique. Il est vivant, il est mort. C'est peut-être le plus grand écart que l'on pourrait faire, la plus grande opposition. Il est maudit, puisque c'est une créature du mal, mais on fera en sorte qu'il cherche la rédemption. Il cherche, par l'amour, par différents moyens, à sortir de sa condition, tout en étant bien content de sa condition. Et puis il dirige le haut, il est comte. On lui donnera cette caractéristique du héros romantique qui est celle d'avoir un regard hypnotique, un regard fascinant. C'est le regard de Jean Valjean. Jean Valjean, on sait très peu de choses sur son physique, si ce n'est que quand il regarde les gens, son regard fascine. Ce sera évidemment Monte Cristo, ce sera... bon, la plupart des héros romantiques sont décrits par leur regard. Chez Eugène Sue, le prince de Gerolstein dont je parlais il y a un instant, ses yeux sont rouges à force d'être bleus, dit le texte. Ses yeux sont rouges à force d'être bleus. Ça ne veut absolument rien dire du tout, si ce n'est qu'il a les yeux du diable, rouges, et il a les yeux de l'ange, bleus. Ouais, c'est ça qui est important. Il a les yeux bleu-rouge. Non, c'est qu'il est schizophrène. Il est tiraillé. Il est entre deux morceaux. Et donc notre vampire, il passionne immédiatement toute la littérature française, pour peu que nous soyons sur des auteurs romantiques. En 1820, traduction du texte de Byron. La même année, Charles Nodier, notre concitoyen et compatriote, fait un drame qu'il appelle drame romantique, qui s'appelle Le Vampire. Cyprien Bérard fait le premier roman, qui s'appelle Lord Ruthven ou les vampires. Eugène Scribe, qui est un auteur de vaudeville, écrit Un vampire. Théophile Gautier, dans la foulée, en 1836, La morte amoureuse. Mérimée, Lokis. Jules Verne, Le château des Carpates. Dumas fait un mélodrame, Le vampire. Et puis, je laisse les deux autres pour l'instant, j'en parlerai dans un instant. Tous les romantiques font des sujets vampiriques. Pourquoi ? Parce que ça incarne parfaitement le personnage qu'ils veulent développer. De même que Monte Cristo gère la haute société, les juges, les généraux, les salons, et il a une assemblée d'assassins avec lui, ben le vampire, il est dans les salons. Et il a quoi derrière lui ? Il a les ghouls, des morts-vivants de seconde zone qu'il contrôle, chez Alexandre Dumas. Il a les loups, il a les araignées, il a, il a les bohémiens, il a tous les bas-fonds, mais des bas-fonds un peu surnaturalisés, qu'il domine lui aussi. Donc il est véritablement une incarnation parfaite du héros romantique, et c'est pour ça que les auteurs romantiques vont se passionner par cet auteur. Un peu de pub encore, dans mon ouvrage donc, qui s'appelle Le Vampire dans la littérature romantique française 1820-1868, il y a 300 pages dans lesquelles je republie justement ces textes, Nodier, Byron, Bérard, Scribe, Gautier, Mérimée, Verne, etc. Je republie les textes d'origine qui ont créé ce mythe vampirique en France. Rappelez-vous que ce mouvement s'accompagne, sous la plume de beaucoup d'auteurs, d'essais théoriques. Par exemple, Musset fait paraître une revue fantastique. Berlioz fait une symphonie fantastique. George Sand écrit un essai sur le drame fantastique. Mais ça les passionne, ces auteurs romantiques, la notion de fantastique, c'est-à-dire d'opposition entre d'un côté le réel et l'irréel, et puis ce personnage qui incarne justement cette dichotomie réel-irréel. Quand nous sommes dans une période romantique, c'est-à-dire quand nous sommes dans une période où on valorise les personnages non pas monolithiques, incarnant le bien, mais au contraire, quand nous sommes dans une période où on s'intéresse aux personnages qui sont dichotomiques, qui sont schizophrènes, qui sont séparés entre des pulsions contraires, ce qui est donc la définition propre du romantisme, du héros romantique, eh bien le vampire réapparaît.
Vous voyez, tous les premiers textes que je vous ai cités ici, jusqu'à Jules Verne et Dumas c'est 1851, son mélodrame sur le vampire. Nous sommes dans la première moitié du siècle, nous sommes dans la première salve du romantisme. Nous sommes chez ces auteurs qui sont tous nés en 1800. Balzac, 1799, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 1802, Mérimée, 1803, Vigny, 1807, enfin voilà, c'est tous ceux qui sont nés à 1800. Et puis le romantisme se tasse dans la deuxième partie du siècle, d'autres courants vont prendre la main, ce sera le réalisme, ce sera le Parnasse en poésie, ce sera sur la fin du siècle le naturalisme avec Zola et Maupassant et tous les autres, et puis le symbolisme qui domineront. Et pourtant, à la fin du siècle, on a une résurgence très forte du romantisme. Ça s'incarne en 1897 dans notre littérature, 1897, par une pièce de théâtre qui est sans doute la plus connue, qui est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Et regardez ce personnage d'Edmond Rostand. Il est courageux, il est amoureux, il est invincible, il est brillant, il est poète, ça c'est le soleil. Et il est affreux, il est colérique, il a un nez énorme. Ça, c'est son aspect négatif. C'est la reprise de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, en quelque sorte, pour le personnage. C'est ce pauvre créature qui sert l'abbé Frollo, Quasimodo, qui est affreux de corps, mais beau d'âme. Voilà, c'est l'opposition romantique. Et en 1897, on a en France, et en Europe en général, une grande flambée du romantisme qui revient. Ça s'incarne chez nous par Cyrano de Bergerac, ça s'incarne la même année, en 1897, en Grande-Bretagne, par Dracula. Dracula de Bram Stoker. Cet écrivain donne donc, dans la deuxième flambée du romantisme, une manifestation nouvelle du vampire. Il reste noble, il est resitué en Europe centrale, et il aura désormais un nom, un nom qui restera pour le XXe siècle. Plus personne ne sait qui est Lord Ruthven, alors que tous les textes que j'ai cités le mettaient en scène. C'est Dracula désormais qui incarnera le nom du vampire. Et il n'a pas beaucoup de caractéristiques différentes de son prédécesseur. C'est encore une créature extrêmement romantique. Et en 1976, nous avons de nouveau une grande flambée de romantisme. Les années 70-90 ont été la résurgence extrêmement forte, 1970-90, du personnage romantique. Ça se voit à quoi ? Ça se voit à tous ces films, par exemple, dans lesquels le héros est le pire des salauds. Des films sur un cannibale poursuivi par un policier. Et ce n'est pas le policier, le héros, c'est le cannibale. C'est celui qui est sombre, qui est noir. Ça se traduit par toute la série des super-héros. Pour le Batman de Tim Burton, par exemple, si vous l'avez vu, c'est un humain qui se déguise pour être une créature de la nuit. Et dans sa confrontation avec, par exemple, le pingouin lui dit « Vous m'en voulez parce que moi, je n'ai pas à me déguiser pour être un monstre ». Et Batman, son problème, c'est qu'il est totalement humain, sans pouvoir, et qu'il a des ajouts technologiques pour pouvoir être cette créature de la nuit qu'il incarne. Donc les individus sont devenus de nouveau dichotomiques, ils ont des fêlures, ils ont des ruptures. Et ce n'est donc pas étonnant que dans ces années 70-90, où on réactive dans les arts le personnage romantique, on réactive le vampire, et on le réactive avec celui qui a redonné un nouveau nom finalement au vampire, c'est Lestat, avec les romans de Anne Rice, qui est un personnage tellement romantique qu'il passe son temps à pleurer à la première personne, pas Lestat proprement dit, mais son adjoint Louis. C'est la première fois qu'on a des textes qui présentent le vampire, qui parle à la première personne et qui raconte sa vie, qui raconte ses problèmes existentiels, cette opposition qu'il y a entre l'ombre et la lumière. Alors, j'arrive à ma troisième partie. Première partie, elle ira vite, la troisième partie. Première partie, c'était un phénomène qui s'explique, naissant au XVIe siècle. Deuxième partie, c'est un phénomène réécrit au XIXe siècle, avec des besoins littéraires, des besoins esthétiques, qui sont ceux du romantisme.
Troisième partie, eh bien, le sens qu'on peut donner aujourd'hui à cette créature. Avant, je ferai un petit détour pour rappeler que le cinéma a donné des vampires finalement des grands modèles. Il y a le modèle fascinant, le modèle sex symbole. Vous avez là Entretien avec un vampire, Antonio Banderas, Brad Pitt, Tom Cruise. Bon, voilà, c'est pas le vampire dégoûtant poilu du XVIe siècle, hein. C'est au contraire le top modèle. Et puis, dans les années 70, nous avions Catherine Deneuve et David Bowie. C'était pas non plus le vampire affreux spécifiquement, c'est la prestance. Et bon, ça, c'est une tendance du cinéma. Le vampire garde son aspect fascinant, c'est le beau mec. Il était, ce vampire, incarné depuis le début du siècle par quelques grands personnages, dont deux grands acteurs, dont deux en particulier, qui étaient au centre Bela Lugosi, qui était le premier à incarner le personnage au théâtre à Broadway et au cinéma. Et puis juste à sa gauche, Christopher Lee, qui a fait les grands jours du cinéma vampirique des années 60 britanniques. Mais ce mode, cette apparence-là, la cape noire, le costume, les médailles, bon, vous voyez qu'il est très présent dans l'imaginaire. En haut à droite, Anthony Minghella dans une version de Dracula. En bas à gauche, Lust for a Vampire de Badham. Underworld, juste en dessous de Bela Lugosi, Carpenter en bas à droite, et puis juste au-dessus, Polanski, Le Bal des Vampires, voilà, la cape rouge, les dents. Une remarque, en passant, Bela Lugosi, dans toute sa carrière d'acteur, n'a jamais mis de fausses dents. C'est-à-dire le fait que le vampire ait des dents, ça n'émergeait pas spécialement dans le besoin du personnage. Aucun de ses films ne présente de prothèse où il a les dents qui poussent pour mordre ses victimes. Et de fait, dans toute la littérature vampirique romantique, il ne mord jamais. Il ne mord jamais, et ça s'explique d'une façon extrêmement simple, c'est que les conventions sociales interdisent absolument qu'on décrive une scène dans laquelle un individu de sexe mâle approcherait sa bouche de la gorge d'une créature de sexe féminin. Vous voyez, cette scène où un homme s'approcherait de la gorge d'une femme est absolument indescriptible. Les codes sociaux s'opposeraient à cette pornographie. Le seul vampire qui boit véritablement et qu'on voit boire, c'est dans La Morte amoureuse, où avec une aiguille, le vampire perce une veine et avec une paille aspire le sang, mais une veine du bras. Donc la situation est déviée. Oui, tout le monde sait qu'ils boivent du sang, mais personne ne décrira cette scène-là. À la fin de Ruthven et les vampires de Cyprien Bérard, on ouvre la tombe, il a la bouche pleine de sang. C'est bien qu'il se nourrit, mais jamais la scène ne sera décrite. Ce serait trop contraire à la moralité du XIXe siècle. L'autre aspect très massif que le vampire possède, c'est celle du premier film, qui est celle de Murnau et Nosferatu. Vous savez que le film s'appelle Nosferatu parce que Murnau ne paie pas les droits d'auteur de Dracula à la veuve de Bram Stoker, Florence Dracula. Elle fera d'ailleurs interdire le film. Mais il change le titre parce qu'il ne veut pas payer l'achat des droits d'adaptation. Donc Max Schreck, en haut à droite. À côté, L'ombre d'un vampire, où on reconnaît William Dafoe qui reprend la même apparence. En dessous, c'est une adaptation de Stephen King qui s'appelle Les vampires de Salem. À côté, c'est Klaus Kinski dans un film d'Herzog, Nosferatu. Et puis, celui qui se trouve en bas à droite, petit quiz, qui est cet acteur qui joue les vampires en bas à droite? Eh bien, je vous le montrerai dans un instant si personne ne le sait. Et puis, il y a un autre modèle, qui est celui de Coppola, il n'y a qu'un seul à la Coppola. C'est le vampire dégoûtant. C'est le vampire loup,
c'est le vampire chauve-souris, c'est le vampire mutagène, c'est le vampire mi-quelque chose. Il apparaît véritablement avec Coppola en 1993 dans son Bram Stoker Dracula, donc le Dracula de Bram Stoker est le titre du film. Vous le voyez dans une œuvre qui s'appelle De l'aube au matin de Rodriguez. Vous avez en plein milieu Quentin Tarantino jouant le vampire. Et puis, vous l'avez encore, je ne sais plus dans quel film c'est, mais enfin, vous voyez la même apparence, mi-homme, mi-chauve-souris. Donc le cinéma s'est donné des grands codes, des grandes façons de le représenter. Un film plus amusant peut-être que les autres, c'est Vampire, vous avez dit Vampire, où on s'amuse avec les dents du vampire. Ils en ont toutes sortes qui se chevauchent, qui se reposent les unes sur les autres. Dans le Nosferatu de Werner Herzog, c'est les deux dents de devant qui poussent. Ce n'est pas les canines, c'est les deux de devant, ça fait un aspect un peu lapin. Bon, le cinéma s'est donc donné pour des publics qui sont des publics de niche pour la plupart, des amateurs de tel ou tel cinéaste, des amateurs de telle ou telle histoire, c'est donné des apparences typiques du vampire. Mais alors moi, je pose la question maintenant, qui est de savoir pourquoi, quand on trouve 1600 livres sur le vampire, il y en a 500 qui concernent l'école primaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le grand phénomène, après avoir traversé le roman policier, le roman historique, le roman fantastique, le vampire, maintenant, est une créature extrêmement commune dans un champ où on ne l'attend pas, qui est l'album de jeunesse? Eh bien, parce que le vampire est un personnage qui permet, si on l'éclaire correctement, qui permet d'amener un certain nombre de sujets qui sont des sujets essentiels pour l'école primaire, justement. Quoi donc? Eh bien, petite question aussi, qu'est-ce qui se passe à 8 ans et à 60 ans? Eh bien, réponse, on perd ses dents. Et donc, le vampire, il a une caractéristique, c'est qu'il a évidemment une caractéristique dentaire très marquée. Alors, je ne le disais pas dans la littérature romantique, mais dans notre imaginaire, il a des problèmes de dents, ou en tout cas, il a une particularité avec ses dents. Et comme c'est une question qui touche les enfants de l'école primaire, le fait qu'ils perdent leurs dents de lait pour que d'autres poussent, eh bien, il y a beaucoup d'albums qui vont s'intéresser justement à cette particularité du vampire, qui permettra d'expliquer, dédramatiser, analyser un petit peu cette transformation physique qu'on connaît à 8 ans. Vous avez un vampire ou presque, par exemple, qui, parmi des dizaines d'œuvres, qui a des petits problèmes parce que ses dents n'ont pas encore poussé, ses vraies dents, alors il ne sait pas s'il est un vampire ou autre chose, si il sera comme les autres. Pourquoi aussi? Parce que cela permet de parler... Alors, qui d'autre? La petite souris permet ce genre de sujet et les lapins. Vous voyez, dans les albums de jeunesse traitent cette thématique dans quels albums? Ceux qui mettent en scène des lapins, ceux qui mettent en scène des souris, et puis ceux qui mettent en scène des vampires. Une question qui est celle aussi de l'altérité. Dans la classe arrive un ogre. Un ogre avec son cartable, avec il est différent, on le rejette, on ne veut pas jouer avec lui, et puis petit à petit, on s'apprivoise mutuellement, on commence à se connaître, on se rapproche. Puis on finit par devenir amis. Quand ce n'est pas un ogre, c'est un fantôme. Quand ce n'est pas un fantôme, c'est une sorcière. Quand ce n'est pas une sorcière, c'est un vampire. Donc des vampires qui débarquent à l'école, il y en a beaucoup. En particulier, j'ai oublié chez Johann Sfar, c'est un des grands auteurs de bande dessinée actuels, qui a fait un petit vampire avec plusieurs tomes. Ce n'est pas ce tome-là, mais le premier tome, c'est « Petit vampire va à l'école ». Connaissance, arriver dans un milieu qui est celui de l'école. Comment fonctionne le milieu de l'école? Qu'est-ce que c'est que l'altérité? Qu'est-ce que c'est qu'avoir des relations avec l'autre? Ça, c'est un sujet que ce personnage-là permet d'amener avec les enfants. Et puis un plus classique, c'est qu'il vit la nuit. Et nous avons beaucoup de vampires qui ont peur du noir. Alors c'est rigolo, ça permet de dédramatiser là aussi cette situation. Donc vous voyez, ce personnage, il est en train de se trouver un nouveau champ de l'imaginaire, un nouveau public et un nouveau support. Pourquoi? Parce qu'on lui fait dire, comme les romantiques lui ont fait dire quelque chose, tu es maudit, tu recherches la rédemption, tu es entre ombre et lumière,
eh bien, les albums de jeunesse lui font dire quelque chose. Et puis il est très réinvesti aussi, et c'est le mot de la fin pour moi, par la littérature de l'adolescence, avec un succès particulier il y a une dizaine d'années, qui est Twilight. Vous avez peut-être entendu parler de Twilight. C'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un vampire qui vit en famille. C'est une œuvre d'ailleurs qui est tout à fait cucu. Hein. Soyez en passant, c'est quand même assez... C'est rigolo, mais le vampire, que fait-il de son immortalité? Il passe le bac. Donc il s'inscrit au lycée, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il passe le bac. Puis après il change de ville, il s'inscrit au lycée, 1, 2, 3, il passe le bac. La première fois que Bella arrive chez lui, il y a un mur complet avec les petits chapeaux. Vous savez qu'on donne aux bacheliers à la fin des collèges américains quand ils ont le bac. Donc il y en a plein. Puis il dit, mais t'as déjà le bac? Il dit, oui, je l'ai 13 fois ou je ne sais pas combien de fois. Bon, il passe son immortalité à passer le bac. Ça donne un petit peu le niveau de ce qu'on peut faire quand on est immortel. Mais toujours est-il que l'intérêt, c'est que ce vampire, il incarne quelque chose dans la perspective adolescente. Pourquoi? Ce n'est pas tant le fait qu'il boive du sang, mais c'est encore son aspect mutagène. L'autre vampire, c'est une créature qui se transforme. Dans la classe, il y a quelqu'un qui se transforme. Et moi aussi, je me transforme. J'ai des poils qui poussent, j'ai la puberté qui vient, j'ai des boutons qui apparaissent, il devient l'incarnation, en quelque sorte, de cette puberté, parce qu'il a des problèmes, lui aussi, de transformation. Mais il a aussi des pouvoirs très intéressants, il lit dans les pensées. Combien ça aurait été intéressant, quand nous étions adolescents, de pouvoir lire dans les pensées d'autrui. Est-ce qu'il m'aime? Il suffit de regarder ce qu'il a dans la tête et on le sait ou pas. Est-ce que je dois me rapprocher ou pas? Il suffit de lire ce qu'il a dans la tête et on le saura. Donc ce pouvoir du vampire, qui est celui de la fascination, du contact amoureux, mais un peu enrichi, qui facilite le contact amoureux parce qu'il lit dans les pensées, c'est aussi une idée qui le rend intéressant. Dans cette perspective-là. Puis évidemment, toutes les perspectives, vous avez vu à quoi il ressemble tout à l'heure, toutes les perspectives éventuelles de la sexualité. Alors j'arrive à ma fin de conférence, 1h04, tenu la chose. Que dire? Nous avons aujourd'hui 6500 produits qui se vendent à la FNAC qui sont estampillés vampires. C'est donc un phénomène très massif de notre imaginaire. Et s'il est arrivé dans cet état massif de l'imaginaire, c'est parce que d'abord, il a été constitué. Et il a été constitué, 16e, 17e, loin d'ici, avec des problèmes loin d'ici, mais qui sont de confrontation culturelle, de création à un moment donné, de perturbation de la culture et de la civilisation. L'imaginaire s'est cristallisé sur un ensemble de caractéristiques qui ont donné cette créature. Et puis, cette créature, elle utilise des constantes de notre imaginaire. S'il est dans notre imaginaire à nous, aujourd'hui, c'est parce que le XVIIIe siècle s'en est emparé. Et nos grands auteurs du XVIIIe siècle, dont Voltaire, qui l'ont amené sous l'axe de la réflexion sur sa signification philosophique. Et puis, si encore il est dans notre imaginaire, c'est parce que le XIXe siècle y a trouvé, en l'ayant réécrit, un immense intérêt littéraire. Et s'il est dans notre imaginaire, c'est parce que le cinéma l'a réécrit, en y trouvant cette fois-ci un immense intérêt cinématographique. Et s'il continuera à être dans notre imaginaire, c'est parce que l'école et la littérature pour adolescents et pour la jeunesse y trouvent de nouveau un intérêt. Et ce n'est jamais le même, mais ça joue toujours sur ces caractéristiques traditionnellement attribuées aux vampires, cette créature nocturne qui boit le sang. Alors revenons sur ce petit personnage pour un peu d'amusement final, qui est cet acteur en bas à droite. Yo, effectivement, c'est lui. Ah, ça ne marche pas, le transfert. J'essaie de lancer. Non. Bon, alors vous taperez Louis de Funès, Nosferatu sur YouTube et vous trouverez un extrait d'un film qui s'appelle Sur un arbre perché,
où il joue l'éternel chef d'entreprise qui prend 2 autostoppeurs, qui tombe dans un ravin et qui se trouve perché sur un arbre. C'est un film qui passait très souvent dans les années 70, j'ai souvenir de l'avoir vu plusieurs fois. Et à un moment donné, poussé par la faim, eh bien, tout ce petit monde-là divague. Et Louis de Funès joue une scène de 1 minute 55, là je l'ai sous les yeux, dans lequel eh bien, il est l'incarnation de Nosferatu et il poursuit dans un château hanté une jeune fille, tout de blanc vêtu. Et il a donc joué les vampires. Preuve que dans un film tout public, on peut faire une référence aux vampires qui est immédiatement compris par la totalité de la population, jeune ou petit. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention pendant cette conférence. Et c'est évidemment avec plaisir que je répondrai à vos questions. Alors, qui veut commencer avec une première question ? Ouais. Est-ce qu'en Afrique, par exemple, il y a le mythe des vampires aussi? Alors, là, dans d'autres continents? Alors, si on se place dans l'optique qui est celle de l'universalité des caractéristiques du vampire, comme je disais par exemple mon collègue Jean Marigny fait, il essaie de montrer que tout un ensemble de civilisations ont constitué, à partir des éléments qui constituent le vampire, des créatures et des personnages. Alors lui s'intéresse par exemple aux Incas, aux Incas qui arrachent le cœur et tout ça, et donc en Amérique du Sud, il en place quelques-uns. Et la littérature, le cinéma, qui sont fondamentalement des œuvres d'invention, elles suivent ou elles ne suivent pas. Par exemple, le film avec Quentin Tarantino dont je parlais tout à l'heure, du crépuscule à l'aube, de Rodriguez. Où trouve-t-on des vampires et pourquoi sont-ils là? Parce qu'en fait, ils habitent dans un temple inca abandonné. Donc visiblement, c'est des créatures magiques du monde inca qui sont devenues des vampires. Mais ça, c'est une invention esthétique, c'est une invention du cinéaste pour faire vivre un peu différemment le mythe. Si on regarde spécifiquement, alors de même sur l'Afrique, par exemple, Anne Rice, dans sa suite de romans, Lestat le vampire, Entretien avec un vampire, La reine des damnés, etc., elle a fait remonter les vampires à l'Égypte, et puis à cette Afrique... l'Afrique noire de la Corne de l'Afrique. Bon, elle a transplanté son histoire au XXe siècle dans l'Afrique. D'autres ouvrages le placent en Irak ou en Iran. Donc il y a une liberté, vu que le personnage est maintenant extrêmement connu, il y a une originalité de chaque auteur qui veut le placer un petit peu partout. Maintenant, si on en trouve en Afrique, la réponse c'est non, historiquement parlant. Pourquoi est-ce que c'est non? Parce que justement, ça naît d'une concrétion, en quelque sorte, de tout un ensemble de phénomènes qui sont des phénomènes culturels très spécifiques, comme je l'ai dit, à l'Europe centrale. Alors on peut avoir dans tout un ensemble d'autres traditions des créatures qui ressemblent, dont Augustin Calmet, donc dans sa dissertation sur les vampires, il analyse par exemple les figures de l'Antiquité. Et à un moment donné, il dit, bon, il n'y a rien dans notre imaginaire qui coïncide aux vampires. Mais si on cherche, on pourrait trouver 2 types de créatures qui sont les striges et les lamies. Alors les striges, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de gros oiseaux, plus ou moins humanoïdes, plus ou moins avec tête humaine, qui vivent sur les cimetières et mangent des cadavres. Alors ça ne coïncide pas tout à fait, mais il y a l'aspect mort, il y a l'aspect... Mais les vampires ne sont pas spécifiquement des oiseaux. Et puis il dit les lamias. Alors les lamies, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage, Lamia, qui a été séduite par Zeus, mais Héra a tué ses enfants et par désespoir, elle s'arrache les yeux et elle hante la nuit les foyers pour tuer les enfants des autres femmes. Ça n'a pas vraiment rapport. Mais l'imaginaire, par la suite, s'est dit que, puisque finalement ça avait une certaine ressemblance, on pouvait, dans certaines œuvres ont associé ces 3 phénomènes. On a le vampire qui est ami avec des striges ou qui fréquente des lamies,
des ghouls. Bon, ça fait partie un petit peu de ces phénomènes qu'on va croiser. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé aussi des sortes de grosses têtes volantes fantomatiques dans les traditions chinoises qui hantent les cimetières aussi, ça pourrait coïncider. Ce qu'on trouve, c'est des éléments de l'imaginaire anthropologique qui s'incarnent de différentes façons, et plus ou moins proches du vampire. Mais pour avoir la constante, mort, sang, revenir, ben, il faut tomber vraiment sur ce 16e, 17e Europe centrale. Une petite remarque, j'enchaîne sur peut-être autre chose que j'ai oublié de dire. Vous serez peut-être attentifs, ceux qui sont intéressés par le cinéma, sur un état de notre culture qui fait que nous ne sommes plus capables d'assister à une œuvre qui est centrée sur un seul personnage. Tous les films de vampires, jusqu'à très récemment, ils ont un chasseur de vampires, ils ont une jeune fille qui est avec lui, en général, les deux humains du lot, et puis ils ont un phénomène vampirique, il y a un vampire, il y a un comte Dracula, il y a un qu'on combat, et ça dure 1h30. La plupart des films qui se font maintenant, c'est des films protéiformes. On rencontre à un moment donné Dracula, mais on rencontre aussi à un autre moment Frankenstein. On rencontre à un autre moment de l'histoire un loup-garou. On rencontre à un autre moment une autre créature. Underworld, c'est l'histoire de familles entières de vampires qui combattent des familles entières de loups-garous. Et l'optique esthétique qui est la nôtre maintenant, ce n'est plus de suivre un film dans lequel nous avons ce personnage central qui en combat un autre. Nous sommes vraiment sur un imaginaire qui a été marqué par, en particulier, toutes les bandes dessinées américaines des années 30 ou des années 70, tous les Marvel, tous les Superman, qui sont en fait des confrontations de super-héros qui vivent en bande. Superman, il combat les derniers vestiges de sa planète d'origine qui sont ses ennemis. Batman, il en combat de toutes sortes, des hommes gelés, des hommes plantes, des hommes, etc. Et le vampire subit cette contamination-là. On va voir un film de vampire, Van Helsing par exemple. Ça commence par le fait que ce chasseur de vampires tue le docteur Jekyll. Puis ensuite, il est envoyé en mission où il rencontre dans le château de Dracula Frankenstein qui est en train de fabriquer un monstre. Et puis il va être aidé par des loups-garous pour réussir à défaire Frankenstein. Oui, on est dans l'esthétique du mélange, qui est une esthétique qui est issue aussi du jeu de rôle. On arrive, on ouvre une porte, il y a un monstre, on ouvre une autre porte, il y en a un autre, on ouvre une autre porte. Et puis aussi du jeu vidéo, où on dézingue les méchants les uns après les autres, et il n'y a pas un seul méchant à la fin, mais il y a tout un tas de créatures qu'on élimine. On est en train de passer au niveau cinématographique sur une nouvelle esthétique, un petit peu du vampire, non pas la créature unique, mais un représentant de tout un ensemble de phénomènes. Donc voilà, pour l'Afrique, c'est non. Pour faire une réponse cette fois. Oui, merci déjà pour cette belle conférence. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux vampires? Alors, qu'est-ce qui m'a mordu chez les vampires? Eh bien, c'est un glissement. C'est un glissement tout simple. C'est que j'ai fait ma thèse sur l'introduction des sciences dans la littérature à partir de deux auteurs fantastiques qui sont Jules Verne et Howard Lovecraft. Lovecraft, c'est un auteur des années 20 américain. Et sous leur plume, il y a une écriture qui emprunte assez facilement soit au discours scientifique, soit au raisonnement scientifique. Et quand ceci était fini, eh bien, je me suis intéressé au fait que tous les deux avaient transformé assez massivement ce qui était pour moi une figure du vampire. Chez Lovecraft, c'est un texte qui s'appelle le modèle Pickman, où un peintre peint des tableaux. Tout le monde les trouve absolument affreux. Et un jour, le narrateur descendant dans sa cave s'aperçoit qu'il y a un modèle vivant de ces affreux tableaux. Mais le vampire, qui appartient plutôt au contrée du rêve, au domaine du rêve, qui était tout un domaine un peu particulier chez Lovecraft, il a des caractéristiques qui ne sont pas du tout les caractéristiques de nos vampires. Et puis chez Jules Verne, c'est le château des Carpates. En Europe centrale, vit dans un château en ruine un comte qui est entouré de phénomènes tout à fait mystérieux et d'apparitions bizarres. Et le héros qui s'approche de cela s'aperçoit en fait que tous ces phénomènes sont liés au fait qu'il a réalisé sur du verre des peintures, des dessins qu'il anime, et qu'il a parallèlement un gramophone pour donner du son, qu'en somme, il a inventé le cinéma.
pour faire dans le simple. Et donc, ce n'est pas un vampire, mais c'est une invention technologique qui est ce qu'on appellera quelques années plus tard le cinéma. Donc, il y a le phénomène réécrit en quelque sorte. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un vampire exactement? Et comme mon champ de spécialité, c'était aussi la littérature romantique, j'ai regardé comment les romantiques l'avaient investi. Et puis en remontant Voltaire, et puis etc., je suis tombé finalement sur l'Europe centrale. Donc mes auteurs, et puis par extension, ce phénomène de l'imaginaire. Voilà, pour répondre. Attendez, je vais vous donner un micro. Alors, il y a tout un ensemble de maladies qui ont été recherchées comme étant la cause des vampires. 1970-1980, pour faire une réponse un peu simple. Faisons une petite comparaison avec la sorcière. La sorcière, on la chasse, on la brûle, etc. Cette sorcière, une fois que le phénomène de chasse s'est éteint, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, après qu'on ait parfois rayé des villages entiers, nous, au XXe siècle, et déjà au XIXe, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui explique cette soudaine prolifération à un siècle particulier de ce phénomène de sorcellerie? Et on a des grandes voies d'explication rationnelles. On a, par exemple, la constitution de corps de métier. On a la structuration d'un corps de métier qui est celui des médecins, et ces médecins, ils ont tendance à essayer d'éliminer les barbiers, qui sont les concurrents, en quelque sorte, de la pratique médicale. Et puis aussi, eh bien, tout ce qui relèverait du soin fait par d'autres catégories, comme les sages-femmes. Et les dénonciations qui sont faites et les individus qui sont plutôt dénoncés. Donc il y a un phénomène historique, il y a un phénomène social qui se passe, et puis qui se sert un petit peu de la superstition pour... On a d'autres explications. L'ancien directeur de la bibliothèque d'études de Besançon dans les années 70 a écrit 3 livres sur la sorcellerie entre Quingey et l'Arnaud, parce que le Franche-Comté est un très grand lieu de sorcellerie et d'inquisition. On a un des plus célèbres inquisiteurs qui était de Saint-Claude, qui s'appelle Henri Boguet. Et en fait, il a montré, par exemple, que la sorcellerie était liée aussi à un désir de remembrement. C'est-à-dire qu'on prend les terres du seigneur de l'Arnaud, il a un bout là, un bout là. Et puis on s'aperçoit que le premier qui est désigné comme sorcier, il habite entre les deux. Et puis comme on saisit les terres du sorcier, ces terres, elles sont donc là, là et là. Puis après, celui qui est désigné, c'est celui qui a la terre juste là. Donc comme ça, il a ses terrains tout comme ça, le Seigneur. Ça tombe bien. Bon, bref, il y a des raisons un petit peu locales. La dernière explication qu'on donne de la sorcellerie, par exemple, c'est lié aux transformations climatiques. Et ce n'est pas du tout idiot parce qu'on sait qu'au XVIIe siècle, on a eu ce qu'on appelle une mini-ère glaciaire. La température a chuté de 3-4 degrés. Ce qui a fait qu'on a eu, comme nous allons avoir, nous, bientôt, des tornades alors qu'on ne s'y attendait pas, des chutes de grêle un peu n'importe quand, les moissons qui pourrissent sur pied. On a eu, sous Louis XIII, une petite époque glaciaire. Et qu'est-ce qu'on reproche aux sorciers et aux sorcières? De faire tomber la grêle, de faire tomber la pluie, de faire pourrir les moissons. Comment on explique que d'un seul coup, on ait changé de climat? On n'a pas de voiture pour expliquer le CO2 et les choses comme ça. On a des sorcières. Ça marche tout aussi bien. Et donc, dans les années 70, on a cherché des explications. Et puis, certains médecins ont pris tous les phénomènes fantastiques les uns après les autres et ont cherché ce qui pourrait relever de la maladie la plus proche qui expliquerait ce phénomène. Donc, ils ont trouvé la porphyrite, qui est une maladie qui déchausse les dents. Et puis qui fait des inflammations de la peau. Donc vous devenez tout rouge, vous avez les yeux qui brillent, qui piquent, et puis vous avez les dents qui tombent. Donc ça fait un petit peu l'aspect vampire. Donc c'est l'explication qui a été donnée. Mais ça fait partie des recherches. Comment se fait-il que des individus massivement au XVIe, XVIIe siècle aient dénoncé des tombes de leurs voisins comme contenant une créature néfaste? Peut-être que ces voisins-là avaient une maladie particulière. Peut-être que c'est juste des fantasmes d'imagination, peut-être des explications. Et puis pourquoi ces corps étaient intacts? C'est la chimie de la Terre, c'est le climat, etc. Années 70. Alors,
Je vous amène le micro. Attends le micro, parce que comme c'est enregistré, il faut que ça passe par le micro. Je suis une grande fan de l'histoire des sages-femmes et en fait je recherche de la littérature sur l'époque de la persécution des sages-femmes où on les prenait pour des sorcières et je voulais savoir si vous aviez des livres à me conseiller. Alors oui, je vous dirai ça tout à l'heure, il faut que je cherche dans ma Ok. propre bibliographie, mais vous voulez des livres racontant l'histoire ou des livres analytiques sur l'histoire des sages-femmes? Les deux m'intéressent. Ça existe Super. sur la bibliographie. Là, je ne les ai pas en tête, mais on cherchera dans... D'accord, ok, Je vous merci les beaucoup. donnerai. J'ai 30 pages de bibliographie à la fin de mes bouquins, donc il y a de quoi faire un peu sur tout. Qui avait une question? Attendez, vous allez le faire avec le micro, ça sera mieux, parce que sinon en haut ils vous entendent pas de toute façon. Alors, y a-t-il une femme vampire? Oh, il y a... Alors, il y a 3 Draculettes dans Dracula, justement. Il y a des femmes vampires. Il y a des femmes vampires. La première qui se manifeste, c'est Clarimonde dans La Morte amoureuse de Théophile Gautier en 1836. Donc, c'est la première qui donne lieu à son histoire à elle, un vampire unique. Et puis, il y en a tout un ensemble dès 1820 dans l'œuvre de Cyprien Bérard qui s'appelle Ruthven ou les vampires. Parce que comme il mord, il a tendance aussi à transmettre son vampirisme. Donc il y a tout un ensemble de jeunes filles qui deviennent elles-mêmes vampires, qui donneront des histoires sous la plume d'Alexandre Dumas, comme l'histoire de la Dame Pâle. La Dame Pâle, c'est une vampire qui erre sur les remparts de son château. Et cette histoire-là se trouve déjà sous une forme à peu près identique dans le premier texte donc, de Cyprien Bérard en 1820. Le vampire s'est propagé, quoi, et donc il y a des femmes vampires. Et Dracula, il a trois servantes vampires qui exécutent ses basses œuvres. Donc oui, il y a. Ensuite, si on reste sur le 19e siècle, il a Carmilla. Carmilla, dans un roman de Sheridan Le Fanu qui s'appelle Carmilla. Si vous êtes amateur de jeux, il y a de jeux de rôle ou de jeux de plateau, il y a dans un jeu qui s'appelle Warhammer, qui consiste à avoir des petites figurines que l'on déplace qui combattent. Il y a un camp vampirique qui s'appelle Karnstein, et ce clan, c'est le nom de Carmilla, justement dans Sheridan Le Fanu. Alors il y a une dimension sur laquelle je développerai un petit peu. Le vampire, c'est aussi un fantasme sexuel. Et de fait, dans un certain nombre de textes, le fantasme est très peu genré. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de vampires homosexuels qui sont tantôt séducteurs d'hommes, tantôt séducteurs de femmes. Et c'est le cas avec Carmilla, par exemple, qui hante son château, mais qui voit s'installer dans son château une nouvelle famille. Dans cette famille, il y a une jeune fille. Puis voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, alors il nous reste à te remercier encore une fois de nous parler de vampires. Ce fut un plaisir.